très content ce soir d'avoir Jérémy Spirer comme invité pour ce petit dialogue. On se connaît depuis quelques années. J'aime beaucoup ton travail que j'ai eu la chance de suivre pendant un certain temps. Euh, En fait, on va directement partir sur la question. Juste peut-être brièvement avant, peut-être dire que tu es un photographe qui a énormément d'activités photographiques en ce moment. Euh, Tu viens d'avoir une expo, si je ne m'abuse. Je ne crois pas qu'elle ait encore lieu, mais on peut retrouver tes travaux ou des impressions en ligne. Donc les gens peuvent prendre contact avec toi. Je mettrai toutes les infos sous le podcast. Euh, dans ton parcours photographique, il y a de l'enseignement, il y a de la photo, il y a beaucoup de choses. Mais avant ça, en fait, qu'est-ce qui a fait que la photo est venue à toi ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es plongé dans la photographie? Bonsoir Tristan et merci beaucoup pour ton invitation. C'est une question qui remonte assez loin quand j'étais enfant et que mon père, qui est ingénieur, essayait de m'expliquer la photographie et je comprenais absolument rien parce qu'il utilisait des termes très compliqués de dioptrie, d'optique. Enfin, franchement, pour moi, c'était du chinois. Et je l'observais, je le voyais prendre ces magnifiques paysages en Bretagne, les couchers de soleil. J'étais admiratif, mais j'étais incapable de prendre une photo correcte. Et puis, au fur et à mesure des années et des critiques de mes anciennes copines qui disaient que je prenais des mauvaises photos d'elles, j'ai trouvé le temps et je me suis plongé dans l'apprentissage de la technique de base grâce à YouTube. Et j'ai suivi un ou deux photographes qui m'inspiraient, qui expliquaient plutôt bien la façon américaine how to. Euh, voilà, donc comment obtenir ce résultat. Et puis j'ai compris en pratiquant en fait. Voilà, donc j'avais 2, 3 mois de pause dans mes études de droit et j'ai pris ce temps pour me plonger dans la technique et de pratiquer dans la rue. Principalement, c'était là où j'ai commencé. Et tout de suite, j'ai eu un coup de cœur et je me suis senti à ma place. J'allais vers les gens, j'ai pris des portraits, des instants, voilà, et puis j'étais bien. Et ça m'a conforté. Euh, j'ai pas tout de suite montré mes photos autour de moi, j'ai gardé ça pour moi. Et mais petit à petit, j'ai ouvert sur Facebook, après Instagram au tout début, et ça a pris tout de suite. En fait, j'ai eu un très bon retour. Puis suite à ça, j'ai participé à quelques concours également, j'ai bien placé. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a conforté, ça m'a donné confiance en moi, et j'ai persévéré pour arriver aujourd'hui à en faire tous les jours pour mon Hmm. plaisir, par passion et aussi par métier, parce que je le pratique à côté de mon métier principal. Voilà. Ça me fait enfin, directement plonger sur ton site web, donc dont je mettrai le lien évidemment sous le podcast. Tu as un projet que tu appelles, peut-être que je prononce mal, Homily. Euh, Est-ce que ça a un rapprochement à ce que tu viens de dire par rapport à toi, à cet espace où tu te retrouves quand tu prends de la photo? Euh, Voilà, donc omnichli, ça vient du grec et ça, c'est un état de conscience euh, où en fait, on est dans cet état de néant, de vide absolu qui permet d'être comblé et de faire naître une créativité. En fait, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'exprimer par l'écriture. Euh, j'ai découvert que voilà, j'avais une façon de créer, d'écrire des textes en mettant dans une sorte de transe créative où en fait on pense plus à rien, on est seul avec soi-même et là les mots viennent et on les met sur la page. La photo, je pense que ça, enfin pour moi en tout cas, ça peut s'apparenter à cette façon de créer. J'essaie de vider mon esprit, de laisser venir à moi les choses et de les capturer, de les photographier. Dans cette série, ben, je lâche le contrôle sur l'appareil photo, c'est du flou, ou pas forcément, mais j'essaie de sortir de ma zone de confort en laissant aller l'aléatoire et mhm. de voir ce que ça va produire et ça, c'est plutôt satisfaisant en fait, parce qu'on arrive à créer des très belles images à partir du rien. Mhm. Mais en fait, ouais, comme tu disais avant, toi, tu as vraiment une affinité avec la photo de rue, le fait de croiser l'autre, les gens, les cultures. Tu voyages pas mal aussi. Dans tes projets passés, tu as aussi suivi des mariages, tu as suivi des fêtes, le Festival de Cannes en 2018, je crois 2019. Euh, pour toi, c'est essentiel ce mélange d'humain, d'aléatoire, de quelque part de transe dans ton travail photographique? Alors oui, c'est essentiel.
cette espèce de transe, je pense que quand on laisse venir à soi les choses, que ce soit dans la rue ou un événement ou même dans un studio, on peut se retrouver dans ce même état et c'est permet de créer à partir voilà, de son imagination, de son moi intérieur. Je pense que ça, c'est un fil conducteur dans mon travail. Et même si j'ai commencé dans la rue à prendre beaucoup de personnes, des événements, ce que je continue à faire, euh, j'ai évolué dans ma pratique, dans mes goûts et dans ce que j'aime faire aujourd'hui pour moi-même. Et j'ai beaucoup de plaisir à lâcher prise. Alors que quand on est dans la rue, oui, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, mais il y a peut-être plus de facilité sur le sujet qui se présente en fait, de manière voilà personnifiée, que ce soit des gens ou un contexte, un pays. Quand j'ai voyagé en Amérique du Sud, bah, j'allais documenter un lieu, une culture. Mais quand on fait abstraction de ça, en fait, on peut plus facilement aussi photographier chez soi, dans notre ville, ce qui est assez difficile, je pense, pour tout le monde. Peu importe où on habite, à bout d'un moment, en quelques années, on connaît bien, on s'habitue, on veut voir autre chose. Donc. Et en fait, de se mettre dans cet état-là, ça permet de continuer à travailler dans un même endroit et d'avoir des perspectives différentes, des ressentis différents, et de chaque fois revenir avec un œil nouveau. Et c'est ce qui me fait moi évoluer et qui me permet de photographier à Genève, là où j'habite, de manière différente à chaque fois. Hmm. Euh, C'est un peu ce que tu transmets aussi dans tes cours, non? Donc, quand tu fais, tu donnes beaucoup de, enfin, tu parles de mentoring maintenant. Tu as enseigné pendant un certain temps, pendant plusieurs années avec la Leica Academy en Suisse. Euh, Là, c'est un peu ce que tu essaies de transmettre à tes étudiants ou... alors, oui, effectivement, je pense que de se connaître soi-même et d'assumer qui on est sans vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou avoir une technique parfaite, et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, c'est essentiel pour un artiste. Euh, Peu importe le médium qu'on utilise, là, c'est la photographie pour moi, mais pas seulement. Mais dans mes cours, aujourd'hui, j'essaie de plutôt travailler sur le long terme. Par exemple, la dernière personne qui a participé à mon cours, mentoring, si on peut dire, c'est une architecte qui est professeure aussi avec à la Haute École à Genève et elle a pour projet de partir, enfin, elle est en train de le faire en ce moment d'ailleurs, on a préparé, mais de partir pour plusieurs mois à l'étranger pour documenter un endroit, des architectures à travers un ressenti, plus que de manière figurative. Alors, elle a besoin voilà, d'apprendre, de partir de zéro, en fait, et d'arriver à ce résultat et de pouvoir l'enseigner aussi à ses élèves de comment percevoir une émotion à travers une image. Et ça, c'est pas la technique qui va nous l'enseigner, mais c'est juste déjà de trouver le bon outil et de savoir qui on est. Et ça prend du temps. Moi, je prétends pas savoir qui je suis aujourd'hui. On évolue, on change, on se découvre tous les jours, mais d'être dans le bon état d'esprit, en fait, pour pouvoir recevoir ça du monde extérieur, enfin, une sorte de miroir de soi-même. Et puis, quand on photographie, c'est très subjectif. On choisit ce que l'on veut raconter comme histoire. Hmm. Et chaque personne a une histoire différente à raconter. Donc, c'est important de bien connaître la sienne, de savoir où on va. Et cette personne-là, c'était mon élève, elle voulait raconter une histoire personnelle parce qu'elle vient du Mexique et aussi des origines en Espagne. Elle faisait ce chemin entre l'Espagne et le Mexique à travers la photographie et l'architecture. Hmm. Donc, Pour toi, voilà. Ouais. ouais. Mais pour toi, en fait, ok, en fait, si je comprends bien, tu as aussi fait, enfin, la photo t'a permis de faire ce cheminement, t'a permis de toi de te rencontrer peut-être plus. Tu penses que c'est cette approche non verbale du monde, tu penses qu'elle a une forte, elle a fortement marqué son empreinte sur ta vie ou est-ce que tu imagines ta vie sans la photographie aujourd'hui? Tu penses que ça aurait pu être possible? Euh, Comment est-ce que tu penses que aurait pu être possible? Ça aurait pu être possible, mais ça aurait pu être très différent et sûrement moins enrichissant pour moi et pour les personnes que je rencontre. J'espère en tout cas. Mais j'imagine pas ma vie sans la photographie parce que c'est la façon que j'ai de m'exprimer qui est la plus efficace. En fait, je peux transmettre très facilement ce que je ressens et ce que je veux dire avec une image ou une série d'images. Et, euh, et je pense que c'est un moyen très puissant comme la musique qui a pas besoin de paroles ou de langue pour pouvoir exprimer quelque chose. Et ça parle à tout le monde. Donc, Mhm. et je suis parti, oui, de quelque chose de très figuratif, mais de plus en plus à travers les années, j'ai laissé de la place à l'observateur, de celui qui regarde mon image, pour aussi lui venir avec son interprétation et s'approprier cette image.
pas juste moi qui vais lui dire, voilà ce que c'est, ce que je veux te dire, mais j'ai envie d'un échange, en fait. Donc, c'est une façon de aussi de laisser à la personne qui regarde la photo de se l'approprier, de l'interpréter à sa manière. Et c'est ce qui est intéressant dans les expositions aussi, quand on écoute ce que les gens disent sur les photos, on apprend aussi beaucoup sur soi et sur les autres, quoi. C'est très Mm. intéressant. Et ouais. Bon, après, le festival de Cannes, dont on a parlé, c'était une commande et c'était très, très sympa parce qu'on rencontre plein de personnes connues et surtout que j'avais carte blanche pour photographier dans mon style, donc qui est très spontané. Mm. Sur le vif, je retouche pas les photos, je capture tel quel ce que je vois et dans l'instant, surtout si, voilà, faut que ça soit la réalité, faut pas que ça soit posé. Et c'était ce que j'aime, et c'est ce qui a plu aussi à cette marque qui m'a engagé 2 années de suite. Et voilà, c'est une très belle expérience. Et j'essaie de renouveler ce ressenti chaque fois que je photographie. Ouais, t'en parles d'ailleurs je crois sur ton site web, t'as mis que tu recherches l'authenticité, l'essence de quelque part de la vérité des choses dont tu prends des photos. Le, et dans ce contexte-là aussi, alors je vais aussi me référer à un autre travail que tu avais fait. Je sais pas si tu continues avec les fragments d'affiches quand tu voyages. Est-ce que aussi pour toi, il y a dans ton travail ou dans ta relation à la photographie, il y a quelque chose avec la mémoire ou quelque chose avec la manière dont on interprète les symbolismes au cours du temps? Bah, tout à fait. Je pense on est des témoins et on documente un instant T qui ne se reproduira sûrement jamais. Et c'est idem pour les murs en fait des villes. Et c'est ce que j'ai voulu documenter par ce projet d'empreinte que j'appelais empreinte parce que en fait c'est comme une empreinte digitale d'une rue qui est quand même dans l'instantané parce qu'une affiche c'est pas fait pour rester et le temps, la vie urbaine la décompose et on peut apprendre beaucoup d'un pan de mur. Je suis pas le premier artiste à le faire, à Villeglé, qu'il a beaucoup fait dans des compositions, il a découpé des murs et les a encadrés carrément quoi. Donc voilà, mais moi j'aime bien la photo pour le faire parce que c'est mon médium Hmm. et j'adore recadrer un mur et le faire parler. Alors, au début, c'était un peu par hasard parce qu'au fil de mes voyages, je suis arrivé sur ce genre d'affiches. Petit à petit, je les cherchais. Et il faut beaucoup de chance pour en trouver une qui soit vraiment bien, avec beaucoup de couches et de choses intéressantes. Alors parfois, je les retourne, parfois, je les cadre différemment. Puis avec le temps, j'arrive à faire une série. Mais c'est vrai que là, ça fait pas mal d'années que j'en ai pas trouvé une vraiment pour ajouter à ma série parce que c'est pas tous les jours, franchement. Et de moins en moins, j'ai l'impression qu'on affiche sur les murs. C'est étrange. Ah, c'est un Bah, petit peu le reflet de ce monde, un peu tout en ligne ou virtuel. D'ailleurs, ouais. tu penses quoi enfin, par exemple, tu avais donné pour le Festival Photo Genève, tu avais donné des workshops sur l'iPhonographie, en fait, sur l'utilisation des téléphones. Ouais. Mais tu penses quoi en général des réseaux sociaux, des nouvelles formes de photographie qui arrivent avec le numérique et le métaverse? Je pense que c'est génial, démocratiser la photographie, que n'importe qui puisse utiliser un appareil photo avec son téléphone. Il n'y a pas de bon ou mauvais appareil photo. Je pense que c'est une question de point de vue et de est-ce que cet outil vous permet de vous exprimer de la meilleure des manières. Pour certains, ce sera un téléphone. Moi, je me rappelle quand j'avais mon Nokia 3210 avec ce petit appareil, je me suis éclaté en fait. Et là, j'essaie de retrouver ce sentiment à travers l'appareil photo que je choisis pour mes projets actuels. Et j'ai pris un appareil vraiment très bon marché de poche qui finalement est tout le temps avec moi, c'est ce qui est important, je pense, pour que l'appareil soit le mieux. Hmm. On a beau avoir investi beaucoup d'argent dans un boîtier, s'il est à la maison sur une étagère, ça sert à rien. Et moi, voilà, je m'inspire c'est pas mon idée, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais il y a des photographes japonais que j'adore et qui m'inspire beaucoup et j'essaye de me mettre aussi me séparer de cette matérialité Ouais. euh, qui nous emprisonne parfois. Là, je travaille pour la marque Leica, donner des cours, présenter des appareils photo, c'est très bien, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier de ce matériel? Est-ce qu'il est vraiment, est-ce que l'appareil photo va faire la photo? Non, c'est le photographe, c'est finalement le médium, pas si important que ça. Par exemple, hein, quand tu vas regarder une peinture au musée, est-ce que tu te poses la question de quel pinceau a été utilisé, quel crin, quelle huile? Peut-être si tu es un technicien, mais c'est pas ça qui va retransmettre les émotions. Mais après, si ce médium te convient et qui te permet au mieux de retranscrire ce que tu vois, ben, tant mieux.
Ça peut être un appareil digital, ça peut être analogue, peu importe finalement, tant que le résultat est là et que tu es content avec ta photo, c'est ce qui compte. Euh, c'est que on touche les gens, on fasse passer un message. Hmm. Voilà, je suis content. Ah, j'aime bien ton analogie au pinceau. C'est vrai qu'en quelque part, pour toucher, c'est pas forcément le processus qui intéresse celui qui voit la photo à la fin. Mais, mais dans le contexte du processus, le processus est quand même super important pour toi, j'imagine. Le pinceau est important malgré tout pour Oui, toi. je pense que aussi, voilà, d'avoir le pinceau, le boîtier qu'on touche, ben, nous donne une sensation aussi charnelle et nous permet de ressentir quelque chose de différent selon ce qu'on a entre les mains. Il a des capacités différentes aussi. Et puis, il est important. Il est important parce que chaque appareil a une utilité différente. Je pense, j'en ai plusieurs et selon ce que j'ai envie de photographier, je vais choisir un boîtier différent parce que le résultat sera différent, c'est tout. Et Hmm. il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Je pense qu'il faut expérimenter, se connaître, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis voilà. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Au contraire, faire Hmm. un trou dans une boîte à chaussures, ça peut aussi suffire, hein, je dis. Euh, Alors, ouais, on a eu d'ailleurs un petit dialogue avec Stéphanie Probst qui utilise le pinhole pour faire des photos. Et c'est vrai que ce qui importe souvent, c'est quand même l'émotion qu'on retransmet et celle ouais. qui est ressentie. Ouais. Alors, un des désavantages des réseaux sociaux, c'est qu'on est bombardé d'images, de bruits, de publicité, et euh, et on passe pas assez de temps sur les images. Hmm. On double-clique et on passe à une autre, on passe 1 à 2 secondes par photo, puis on va regarder combien, peut-être 5, 6. Et après, on ferme l'application, et puis finalement, on n'a pas pris le temps et apprécié la photo à sa juste valeur, qui, à mon sens, serait mieux sur un mur ou sur du papier, qui aussi participe à cette expérience charnelle. Déjà, entre le photographe qui tient le boîtier et celui qui va avoir la photo, qui peut la prendre entre ses mains, il y a une dimension en plus qu'on perd en fait aussi avec ces réseaux sociaux. On gagne autre chose, on gagne la communication, mais le rapport à l'œuvre est un peu perdu. Et c'est pour ça aussi que j'essaie un maximum d'imprimer et de montrer mon travail sur des expositions en grand format si possible, parce que on comprend mieux les photos, on comprend mieux, on ressent mieux en fait la scène. J'ai eu ce commentaire de quelqu'un qui m'a dit, mais alors là, bah, je comprends tes images en étant venu à l'exposition, parce que sur le Instagram, ça marquait pas, on s'arrêtait pas forcément dessus. C'est pas des photos qui sont forcément là pour être engageantes, pour faire marcher l'algorithme, mais à une expo, on va peut-être plus s'interloquer, rester et puis rêver, voilà, passer du temps. À ce propos-là, en fait, qu'est-ce que tu penses du film, en fait, aussi de sa popularité croissante à nouveau, et surtout avec les jeunes générations? Tu penses que c'est lié à ce que tu dis? Je pense qu'on a perdu un peu cette authenticité, puis cette expérience de créer avec ses mains. Voilà, et puis c'est tellement jouissif, c'est comme un enfant qui fait son premier dessin ou un collage. En fait, il y a l'aspect du jeu, je pense, qui est là, et de prendre le temps pour faire les choses, de se laisser, révéler la photo. Moi, je pratique pas énormément l'analogue, mais j'ai des amis qui le font et qui sont très heureux parce que c'est une sorte de méditation aussi. On prend le temps, on apprécie, puis à la fin, on a un objet. Hmm. Et Ouais. pour la conservation aussi, pour dans le temps, c'est peut-être même mieux. C'est peut-être plus sûr d'avoir des pellicules que des disques durs. Tu parles de photos imprimées en exposition. Tu as peut-être un livre qui vient ou... Alors, je travaille sur un livre. Effectivement, c'est un travail de longue haleine parce qu'en fait, je regroupe mon travail depuis des années, depuis que j'ai commencé la photographie et je trouve que j'associe des photos plus récentes et j'essaie de composer comme ça, d'assembler les photos et puis ça devient quelque chose, ça fait du sens en fait sur le long terme, là, sur presque 12 ans que je fais de la photo. J'arrive à les recouper et trouver un assemblage intéressant. Donc, on verra. Mais oui, bien sûr, mon but, c'est de faire des livres, de laisser quelque chose à ma postérité, j'espère, quelque chose qu'on puisse tenir dans les mains. Parce que, comme tu dis, les disques durs, ben, on sait pas. Déjà, les USB, ça change toutes les années. C'est un vrai problème de photographe et c'est une question que je me pose tous les jours et bah, j'adore les livres, j'en achète et j'aimerais bien en créer un. Voilà. C'est un projet. Les expos, c'est chaque année, j'espère, avec ma galerie
peut-être aussi à l'étranger. Voilà, il y a plusieurs projets en cours. Euh, j'ai mes projets personnels aussi de photographie, ces séries dont on a parlé, donc ils sont toujours là. Et je continue les voyages, peut-être un prochain au Japon Ah, pour génial. suivre mon inspiration. Voilà. Ouais, génial. Bah, je mettrai tous les liens, évidemment, alors comme je disais avant, sous le podcast, dans la description du podcast. Puis bah, je te remercie beaucoup pour ce petit dialogue. Et j'espère qu'on en aura d'autres dans le futur proche. Merci Tristan.